Le passage de la ligne de démarcation, c'est un très grand, un grand choc en fait, de se retrouver dans des conditions dangereuses, le risque d'être arrêté et de se trouver tout d'un coup beaucoup plus adulte que l'âge réel que l'on avait. Ah ben, d'abord, le fait de m'avoir sauvé, je la considère quasiment de ma famille maintenant, comme si c'était une grande sœur qui m'a emmené en Suisse et qui m'a sauvé de tous les dangers qu'on vivait en France à cette époque-là. Obligé de se cacher, d'avoir un faux nom. Euh, comme exemple, ma mère parfois me réveillait la nuit après qu'on ait eu des faux papiers, me demandait comment je m'appelle, alors que j'avais 7 ans, 8 ans à cette époque-là. Donc on était beaucoup plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus adultes. Absolument. Bien sûr que Mila Racine, c'est une héroïne parce que à chaque passage, et elle en a fait 26, je crois, 26 passages d'enfants, elle a sauvé environ 300 enfants. Et quand on compte le nombre d'enfants qui ont été arrêtés par les Allemands, déportés et tués, effectivement, sauver 300 enfants, c'est un gros travail. À chaque passage, elle risquait elle aussi de se faire arrêter, ce qui lui est arrivé finalement le 21 octobre 1943, lors du dernier passage qu'elle a effectué. Elle a été arrêtée par les Allemands, enfermée dans une prison, torturée, et puis finalement, heureusement qu'elle s'appelait Racine, qui était un nom à consonance française et non pas à consonance étrangère ou juive, et qu'elle a été déportée en Allemagne comme résistante et non pas comme juive. Ce qui lui a permis, disons, de vivre avec d'autres déportées françaises non juives. Malheureusement, elle est morte lors d'un bombardement allié, sous les bombes, mais c'est pas du fait qu'elle soit juive. On est parti d'abord, on était environ une vingtaine d'enfants. On nous a gardés dans l'arrière-salle d'un café jusqu'à la tombée de la nuit. Et ce n'est que quand il a fait noir que 4 passeurs avec Mila Racine, 4 passeurs locaux qui connaissaient bien les chemins, les sentiers de la région et qui nous ont emmenés jusqu'à la frontière. Mais lorsqu'il y avait un aboiement de chien, par exemple, il fallait qu'on s'arrête immédiatement, qu'on ne fasse. Déjà, il ne fallait pas qu'on fasse de bruit, mais là, il fallait totalement s'arrêter, attendre pour voir ce qui allait se passer. Parfois, on entendait des coups de sifflet, et là aussi, on s'arrêtait, on attendait. On était anxieux, mais malgré tout, tous les enfants, on était entre 8 et 12 ans ou 14 ans. Personne ne s'est plaint, on marchait dans les ronces, tout ça. C'était dangereux, disons. Et on nous a emmenés comme ça jusqu'à la frontière. Arrivé à la frontière, la frontière était délimitée géographiquement par une rivière qui s'appelle le Foron. Et les barbelés qui matérialisaient la frontière étaient juste après cette rivière. Donc, pour atteindre les barbelés, un des passeurs est descendu dans l'eau et nous a pris d'un côté pour nous passer de l'autre côté, de manière à ce qu'ensuite on puisse, en rampant, passer sous les barbelés et arriver en Suisse. Arrivé de l'autre côté, l'aîné du groupe, on s'est arrêté au pied d'un arbre. Et l'aîné du groupe nous a dit, si on voit quelqu'un arriver, on se met tous à pleurer pour qu'il sache qu'on est des enfants. Et effectivement, au bout d'un certain temps, on a vu une ombre arriver, une pèlerine de camouflage, avec au-dessus un casque allemand. Mais en fait, c'était un Suisse. Les soldats suisses à l'époque portaient un casque exactement comme celui des Allemands. Donc, à nouveau, on a eu peur et il n'a pas fallu nous dire allez, on se met à pleurer. Hein. On a tous pleuré.
Et le soldat, qui de plus était originaire d'une région germanophone de la Suisse, parlait le dialecte suisse-allemand et nous a fait comprendre de le suivre. On l'a suivi jusqu'à une maison, une petite maison qui servait de baraque de frontière pour les gardes frontières. Et là, on a été reçu par un officier qui, lui, ne parlait que français, et qui ne parlait français, pardon, et qui nous a dit que bon, on ne devait plus pleurer, qu'on était en sécurité, et voilà, et on a passé la nuit dans ce poste de frontière sur de la paille, couché par terre sur de la paille, en attendant le lendemain matin. Ce qui a été le plus dur, c'est quitter ses parents, changer constamment, parce que entre le départ de Paris pour se cacher en zone libre et la Suisse, il y a eu plusieurs étapes où on s'est arrêté. On est allé dans le Lot, ensuite à Nice, de Nice à Megève, de Megève à nouveau à Nice, et finalement en Suisse. Donc ça, c'était très dur. Être séparé constamment des parents, bien entendu, mais également des camarades de classe, de partir clandestinement, c'était beaucoup plus dur. Du fait qu'en Suisse, j'ai été recueilli par une famille dans le canton de Zurich, qui fait partie, disons, de la partie germanophone de la Suisse, j'ai appris l'allemand. Et je ne parlais l'allemand, je ne parlais que l'allemand pendant 2 ans. Donc quand je suis revenu, mon père était mort. Et quand j'ai retrouvé ma mère, pendant un certain temps, peu de temps bien sûr, mais je lui ai parlé allemand. Et je lui disais oui. Parce qu'en Suisse, la famille qui m'avait recueilli, je leur disais oui. Je n'avais pas franchi encore le pas de mon retour en France. Le fait que je puisse correspondre avec ma mère est dû au. Lorsque je suis arrivé en Suisse, j'avais une otite. Et dans les camps de réfugiés où on nous a rassemblés, on m'a envoyé à l'hôpital. Et à l'hôpital, je me suis trouvé dans une chambre avec un garçon que la mère venait visiter tous les jours. Au bout de 2-3 jours, voyant que personne venait me rendre visite, elle a posé des questions, on lui a expliqué que j'étais réfugié, mes parents étaient en France, etc. Et il se trouve que cette dame travaillait à la Croix-Rouge. Et c'est elle qui, au bout de 2 mois à peu près après être arrivée en Suisse, qui a écrit à ma mère pour lui dire que j'étais sain et sauf, que j'avais passé la frontière et que j'étais à présent en Suisse et que j'étais en sécurité. Donc on a continué par son intermédiaire à correspondre, ma mère et moi. Voilà. On a été emmenés à Genève, on nous a mis dans une école qui avait été transformée en centre d'accueil. Et là, on a été interrogés par des policiers, savoir d'où on venait, pourquoi on venait, qui nous avait fait passer, etc. Alors, c'est pour ça aussi qu'on ne connaissait aucun nom. On ne connaissait pas le nom ni la racine, ni des 4 passeurs qui nous ont fait passer. Pour ne pas, justement, ils savaient qu'on était interrogés. Absolument. Et je dois dire que, d'une manière générale, depuis cet inspecteur de police qui est venu prévenir mon père de ne pas rester chez lui, tout au long de cette période de 1940, je dirais, à la fin de la guerre, j'ai eu de la chance de croiser constamment des gens qui nous ont aidés, qui nous ont cachés, qui nous ont sauvés. Naturellement, il y a des enfants qui ont été cachés dans des familles où ils n'étaient pas heureux, des enfants qu'on a fait travailler, qu'on a envoyés à l'école, des enfants qui ont été arrêtés, je ne parle pas de ceux qui ont été déportés et qui ne sont pas revenus. Voilà, moi je considère que j'ai été pendant toute cette période, malgré la peur, malgré les ennuis, j'ai pris ma retraite, je consacre effectivement beaucoup de temps pour mettre en garde les jeunes contre ces discriminations
contre les dangers de la discrimination. C'est pour ça que je vais témoigner, raconter ce qui s'est passé pendant ces 4-5 ans de guerre.